Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine du village. Aujourd'hui, on parlera spécialement de la pomme de terre, comment planter les pommes de terre, comment choisir ses plants, etc. Et on parlera aussi de papier, parce qu'il y a une petite subtilité entre la pomme de terre et le papier. Mais tout de suite, ça ne serait pas une émission de cuisine sans aller à la cuisine, donc je vais aller voir mon chef. Chef, bonjour. Bonjour à vous. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cuisine? C'est une pomme moulée Élysée. Ça fait 40 ans qu'on fait cette recette à l'Élysée et ça me fait plaisir de vous offrir. Eh bien, racontez-moi un peu les coulisses. On va utiliser quoi comme ingrédient pour cette recette? Les ingrédients, c'est la grosse carotte. Il faut, pour le montage, c'est ce qu'il faut. Une pomme amandine, une chair à chair ferme. Soit l'amandine, soit de la charlotte, tout ce qui est chair ferme. Il y a des présidents qui préféraient cette recette. Les 5 présidents de la République, ils ont adoré cette recette. Eh bien alors, je reviens un petit peu plus tard vers vous. Je vais aller voir mes invités, on va parler de pommes de terre. D'accord. Alors, bonne préparation. Merci. J'ai avec moi Victor Deurs. Vous êtes directeur général de SAS Bernard. Vous êtes producteur de plants de pommes de terre, je pourrais dire ça comme ça? Oui, bonjour Tom, tout à fait. Je suis producteur de plants dans le nord de la France. Et j'ai avec moi aussi la présidente du syndicat de la fécule. Vous pouvez me présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Ampinet, donc je suis présidente des féculiers français, puisqu'on dit une féculerie pour les gens qui travaillent la pomme de terre et qui produisent de la fécule de pomme de terre. Et il y a 2 usines en France. On peut croire que je vais faire un grand écart en parlant du papier et de la pomme de terre. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on retrouve de la pomme de terre dans du papier? Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait du bois. En fait, un papier, c'est assez simple. Vous avez de la cellulose sur le corps du papier. Et puis, plus vous utilisez de papier recyclé, plus vous avez besoin de colle. Et l'amidon, sa propriété, c'est de fournir du lien entre les différentes fibres de papier. Et en plus, vous devez mettre sur votre cellulose du couchage. Et bien souvent, vous avez de la fécule de pomme de terre parce que c'est un amidon très pur, très blanc. Et ça vous permet que l'encre tienne quand vous écrivez et que votre papier soit le plus beau possible. On a parlé du papier, mais à part la fécule qu'on met, comme je suis suisse, pour faire la fondue, est-ce qu'on en retrouve ailleurs de la fécule? Ah oui, on en trouve beaucoup ailleurs avec un gros marché alimentaire. D'abord, on en trouve dans les supermarchés, de la fécule. Et tout le monde sait que pour sauver une crème anglaise ou quelque chose comme ça, on met de la fécule. Et donc, on en met aussi pour que les gâteaux soient plus légers. Ou vous pouvez en mettre dans les crèmes. Vous hésitez entre la maïzena, qui est de l'amidon de maïs, ou la fécule de pomme de terre. C'est presque la même chose, un peu différent, il y a des propriétés différentes. Il y en a un qui vient du maïs, l'autre qui vient de la pomme de terre. Et on l'appelle amidon parce que le grain de maïs a été récolté au-dessus de la surface du sol. Et la fécule, la pomme de terre, elle est dans la terre. Et en français, on a 2 mots, ça s'appelle de la fécule. Donc on en a en cuisine, mais je crois que c'est pas tout. Non, c'est pas tout. On en a en cuisine, on en a aussi en usage non alimentaire. Donc le papier, le carton, ça sert de colle, mais aussi dans les cosmétiques et aussi en pharmacie. Ça sert d'excipient. Et puis en cosmétique, vous cherchez du liant, de la texture, de la douceur, et la fécule permet d'apporter ça. C'est la même pomme de terre que je peux consommer pour faire mes pommes de terre à raclette, par exemple? Non. Nous, ce qu'on cherche dans une pomme de terre, je vois que vous en avez quelques-unes, je ne sais pas si c'est une fécule, mais nous, plus la pomme de terre est grosse, plus ça nous va. La forme, on s'en moque un peu, elle peut être un peu cabossée, c'est pas un problème. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'elle soit très riche en amidon. Donc c'est plutôt des pommes de terre assez lourdes. C'est moins... Ça va faire de la purée, quoi, mais ça va pas faire des frites. Ça va pas faire de la pomme de terre vapeur. Et donc, on en utilise et nos usines travaillent avec des obtenteurs, avec des multiplicateurs pour avoir des plants spécifiques pour que nos agriculteurs puissent nous livrer une pomme de terre qui va bien. On produit beaucoup de pommes de terre à fécule en France? Alors, il y a 2 usines. C'est à peu près 1000 agriculteurs, c'est à peu près 20 000 hectares. Et c'est vrai que ce sont des usines, on a une question de volume. Nous, dans notre usine, qui est située à côté d'Amiens, c'est 5000 tonnes de pommes de terre par jour, entre septembre et début janvier.
Ça fait beaucoup de pommes de terre. Victor, la pomme de terre à fécule, c'est peut-être pas celle que vous faites le plus. Vous faites plutôt à destination du grand public dans des plants de pommes de terre. Est-ce qu'on trouve beaucoup de variétés de pommes de terre différentes? Alors, le nombre de variétés de pommes de terre, c'est un vaste sujet. C'est plusieurs centaines au catalogue européen, c'est une certitude. Pour le marché du potager, on en retrouve dans les circuits de distribution à peu près 90, et qui sont une gamme assez large de variétés très anciennes ou de variétés nouvelles. Et au milieu, il y a les standards que monsieur a cités pour sa fameuse recette, comme la Charlotte, Amandine ou plein d'autres. Moi, j'ai aussi pas mal entendu parler d'une pomme de terre un peu universelle. Elle existe pour faire autant bien des frites que de la purée, que des gratins. Est-ce qu'il y a une pomme de terre universelle? Il n'y a pas vraiment de pommes de terre universelle, mais il y a un attachement assez fort des Français à leur variété. Et c'est souvent les qualités agronomiques qui s'expriment dans les terroirs ou par rapport à l'utilisation culinaire qu'ils vont en avoir. Il y a des variétés qui poussent très vite, qu'on peut récolter tôt pendant l'été, et d'autres qui se conservent plus longtemps, avec un cycle plus long. Et donc le jardinier souvent va cultiver plusieurs variétés pour faire à la fois des salades ou des gratins, ou des frites et de la purée, et ça toute l'année. Je risque de me faire un petit peu engueuler par les gens qui viennent du Nord avec leur binge, mais moi j'ai cru savoir que la binge, aujourd'hui on trouve des variétés qui sont un peu meilleures au goût aussi, mais surtout pour les jardiniers amateurs, un peu plus résistantes aux intempéries avec les maladies, un petit peu plus résistantes à la sécheresse. Est-ce qu'il y a de la binge nouvelle? Alors effectivement, la binge, c'est une variété qui fait toujours susciter beaucoup d'émotions. Alors aujourd'hui, le monde a changé. C'est une variété qui date des années 50-60. J'étais pas né. Imaginez-vous être moderne dans une 2 chevaux à 160 sur l'autoroute sans votre ceinture. Bon, bah pour moi, ceux qui cultivent de la binge aujourd'hui font un petit peu ça. Et donc effectivement, mon métier, c'est d'essayer d'aller trouver les caractéristiques de cette variété d'un point de vue culinaire, mais de les mettre dans un état qui permet d'être cultivé en 2024, c'est-à-dire sans pesticides, avec moins d'engrais de synthèse, et un climat qui change pour de vrai, et du coup qui augmente la pression des maladies aussi. Donc maintenant, on a choisi à peu près nos variétés de pommes de terre. Moi, je dois quand même dire que j'ai un petit jardin. Est-ce que vous avez des conseils? Parce que je tends à être autonome, je préférais peut-être des variétés un petit peu particulières. Bah, tout ça, ça va dépendre de vos attentes, à la fois culinaires, et si vous voulez aller chercher du rendement, si vous voulez chercher de l'originalité. Il y a forcément une pomme de terre qui vous ressemble. Après, ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est à chercher, se documenter pour trouver la pomme de terre qui vous va bien. Vous avez aussi quelques conseils si on veut cultiver. Est-ce qu'il y a un choix de variété si on veut cultiver ces pommes de terre en pot, par exemple, ou sur son balcon, c'est possible? Ah oui, c'est possible. Alors, pendant la guerre, on entend souvent que les grands-mères utilisaient les épluchures de pommes de terre pour les mettre dans le potager. Donc on est face à un tubercule qui est assez passionnant, très très rustique, qui pousse à peu près dans toutes les conditions. Après, quand on plante les épluchures, il y a un risque que ça ne fonctionne pas qui est quand même assez fort, et de développement des maladies aussi qui est fort. Mais on peut tout à fait planter les pommes de terre en pot ou dans des tours sur les balcons. Maintenant, j'ai envie de planter mes pommes de terre. Quand c'est que je vais aller en jardinerie acheter mes pommes de terre? Parce que des fois, on ne les trouve plus quand on aimerait les planter. Quand c'est que j'y vais? Alors idéalement, il faut préparer la semence de pommes de terre 3 à 4 semaines avant la plantation. Quand on dit la préparer, c'est qu'il faut la mettre en état de pré-germination, en lui faisant prendre un maximum de lumière à température ambiante. Donc c'est à peu près maintenant, si je ne me trompe pas. Bah, suivant les régions, ça commence début février jusqu'à tout le mois de mars. Après, qu'est-ce que je dois faire? Attention sur mon filet, sur ma cagette de pommes de terre. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont importants à regarder pour choisir mes pommes de terre? Il faut vous focaliser avant tout sur la variété pour être certain que la date de récolte et la destination culinaire vous conviennent. En même temps que le mode de culture, si vous ne voulez pas utiliser de produits ou être en bio, il faut plutôt prendre des variétés résistantes aux maladies.
Si vous cherchez à récolter des très grosses pommes de terre, il faut aussi aller sur de la génétique qui va favoriser la taille du tubercule. Qui dit des grosses pommes de terre dit qu'on n'a pas forcément besoin de les éplucher. Disons que c'est plus facile dans la cuisine et on retrouve aussi une certaine fierté chez les jardiniers masculins dans la taille du tubercule récolté. Ah, ça me parle. Ensuite, j'ai entendu parler d'une petite marque bleue sur le sachet, quelque chose qui était important sur ces sachets. Est-ce que c'est important, ça, cette marque bleue, trouver des éléments de certification? Je n'ai pas tout à fait compris. Qu'est-ce qu'il y a sur ces paquets? Alors, effectivement, c'est très important. Et je ne dis pas ça parce que je suis sur le stand de Semae, mais ça garantit que la semence est certifiée dans le cadre du règlement technique européen de plants de pommes de terre. Et donc, cette certification, elle garantit qu'on ne véhicule pas des maladies qui peuvent contaminer les territoires, dans le sens où la terre qui est véhiculée par les tubercules est analysée et testée, et sur toute la généalogie du plant. Donc ça, c'est une vraie garantie pour préserver tous nos terroirs pour la culture de la pomme de terre. Et la deuxième garantie, c'est la pureté variétale et l'absence de maladies mineures comme les virus ou les champignons qui ont été testés pendant et après la culture, pendant le stockage. Donc, il est hors de question pour moi de planter un vieux reste de pommes de terre qui commence à germer dans ma cuisine. On est dans un monde aujourd'hui où on ne peut plus faire preuve d'autant de tranchant ou de rigidité, mais pour les jardiniers qui sont plutôt des néophytes, et comme dans la trousse à pharmacie pour soigner les plantes, il n'y a plus grand-chose, mettre toutes les chances de son côté, ça commence par prendre de la semence certifiée, vous avez raison. Merci beaucoup. Je commence à sentir des bonnes odeurs derrière moi. Je vais filer en cuisine. Chef, on en est où? Ça y est, j'ai monté la pomme moulée Élysée, là. D'accord. Alors là, on peut faire, il y a plusieurs versions. Là, j'ai fait une pomme moulée, pomme de terre carotte, donc c'est pomme de terre crécie. On peut faire une pomme moulée fricassée de champignons à l'intérieur. On met pas pas de pommes de terre au milieu, mais on met une fricassée de champignons. D'accord. On peut faire un petit chou, une compotée de choux. Petits lardons, petits oignons, on peut mettre à l'intérieur. Quand on connaît la recette, on fait ce qu'on veut. On peut faire aux petits oignons, à l'oignon, on peut faire tout. Quand vous me parlez de choux et de petits lardons, ça m'inspire le président Chirac, je me trompe? Ah ouais, vraiment, c'est une recette que c'est vraiment Jacques Chirac. Et Madame Chirac, je ne l'oublie pas, parce que c'était, pour moi, c'était un coup présidentiel qui m'a vraiment... et il me prenait pour son fils. Qu'est-ce que c'est que d'être second ou sous-chef à l'Élysée? Sous-chef, je crois que vous êtes sous-chef. C'est quand même important, hein. C'est la première maison de France quand même. Hein. Ça consiste à quoi être sous-chef? Vous dominez tout le monde en fait, hein. Il y a le chef, le second, et là il y a vraiment de la discipline quand même. J'ai cru savoir que vous cuisiniez pour les déplacements du chef de l'État, c'est ça? Moi je me déplaçais souvent à l'étranger et en France, et les 2 dernières années j'étais beaucoup à M. Macron. J'ai travaillé pour lui, ça fait 6 ans. D'accord. Quand on les voit par exemple au repas de Nouvel An, souvent à l'étranger avec les troupes françaises. J'y ai pas eu l'occasion d'aller, mais il y a 2 ans je devais aller et puis il y avait un manque de sécurité et j'ai pas pu y aller. Donc c'est dommage. J'aurais voulu vraiment le faire. Là, je crois qu'il reste une dernière étape, c'est la cuisson au four, j'imagine. Alors la cuisson, là on met un beurre clarifié. D'accord. C'est un beurre clarifié. Vous savez ce que c'est un beurre clarifié? On a enlevé un petit peu... On enlève le petit lait et la caséine et on a ce beurre qui n'a pas d'impureté et c'est pour ça que ça ne brûle pas. D'accord. On met 2 louches dans la pomme moulée là. On cuit 1h30, 30 minutes à 185. D'accord. Après 1 heure, couvert avec un petit papier d'alu à 190 à peu près. On a le temps de préparer l'apéro avec les invités, c'est ça? Et voilà, c'est ce qui était bien quand on allait au fort de Brégançon, on prenait l'apéro avec M. Jacques Chirac et Mme Chirac. Et ben moi, je vais aller retourner vers mes invités et puis je reviens tout à la fin pour l'opération du démoulage. Très bien, merci. On est sur un stand animé aujourd'hui.
En parlant de fécule de pommes de terre, on a récolté les pommes de terre maintenant dans les jardins, j'allais dire, mais en fait dans les champs, parce qu'il faut quelques kilos de pommes de terre pour faire de la fécule. C'est quoi les étapes après quand on vous a livré les pommes de terre? Donc, dans une pomme de terre, la première matière première que vous avez, c'est de l'eau. En fait, il y a 80% d'eau dans de la matière première. Ensuite, nous, on arrive à avoir 17, 18, 19% de fécule. Ça dépend des années, ça dépend des conditions de la météo. Et donc, la première chose qu'on va faire, on va râper la pomme de terre, un petit peu comme on pourrait faire pour une purée. Et au fur et à mesure, on va laver et séparer les constituants de façon à avoir l'amidon, qui est la molécule de réserve de la pomme de terre. C'est grâce à ça que la plantule va repousser l'année d'après et qui nous intéresse. Et on va mettre à part tout ce qui est soluble et que l'eau a entraîné. On va mettre à part la protéine de pomme de terre, qui est une très belle protéine et qui va trouver un usage en alimentation animale, par exemple, dans tous les aliments d'enlaitement pour le veau. Donc il n'y a pas de déchets, c'est ça? Il y a zéro déchet. On valorise tout. Et même l'eau qu'on a extraite, l'eau qui est issue de l'extraction de la pomme de terre, on va répandre dans les champs cette eau enrichie en éléments nutritifs qui vont permettre de fertiliser les champs à nouveau, et rendre les fertilisants qui sont partis avec la pomme de terre. Là, on a des différentes qualités de fécule? Non, la fécule produite, il y en a une seule en fait. D'accord. On peut avoir, suivant des variétés, effectivement un amidon un peu différent. L'amidon, c'est une très grosse molécule de glucose et en fait, elle a deux caractéristiques importantes. Il y a la blancheur, il y a le fait de très vite monter en viscosité. C'est ce qui fait le gel de pommes de terre qu'on a à la fin. Et cette température est variable, peut être variable en fonction des variétés de pommes de terre. Donc là, on a notre fécule et puis on est bon pour l'utiliser dans toutes ces utilisations, du papier aux cosmétiques. Alors, on la modifie quelquefois quand même. On peut la chauffer ou on peut... parce que de la fécule, c'est tout à fait insoluble, donc ça ne vous donnera pas de la colle, il faut que ça chauffe. Donc on a la capacité de faire quelques modifications chimiques ou physiques de façon à ce qu'on donne les propriétés qui vont bien pour que ça tienne mieux dans le papier ou pour que ça coagule plus vite ou on donne des propriétés spécifiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on manque d'agriculteurs producteurs de pommes de terre à fécule? Aujourd'hui, on a un petit peu de mal à en trouver, oui, effectivement, mais c'est un petit peu des causes économiques. Le monde agricole a subi le Covid. Pendant le Covid, on ne mangeait pas de frites, il n'y avait pas de restaurant. Donc là, ce jour-là, il y a beaucoup de pommes de terre qui sont venues en fécule et qui ont un peu perturbé nos marchés. On a eu l'Ukraine, l'inflation, l'augmentation des coûts de production, etc. Et on a en même temps une explosion du marché de la frite avec des nouvelles usines qui arrivent en France. Donc on a une certaine concurrence entre agriculteurs. Et donc, quelquefois, c'est un petit peu difficile. Vous avez dit que ça représentait pas mal d'agriculteurs. Est-ce que c'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des anciens et il y a aussi un problème de génération? On a un problème de génération dans toute l'agriculture, donc chez nous aussi, effectivement. La fécule, en fait, c'est dans les cultures industrielles la plus facile à produire parce qu'on est un peu moins exigeant en qualité. Et c'est celle qui a généralement un prix assez stable. Quand vous vendez en frais, quand vous vendez dans le secteur de la transformation, vous êtes plus soumis à des marchés à terme, à des fluctuations ou des choses comme ça. Donc souvent, les gens qui veulent se garantir un revenu sans prendre de risques s'en vont vers la fécule. Mais on a, comme tout le monde, le problème d'attractivité pour les jeunes, de rotation dans les cultures et c'est une culture quand même assez technique parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de maladies sur les pommes de terre et il faut être en capacité de les gérer de façon à avoir un bon rendement. Et on a le réchauffement climatique qui fait quelque part que s'il fait trop chaud, la pomme de terre n'aime pas ça. En fait, le meilleur temps pour un agriculteur, c'est celui qui ne dure pas. Alors, il faut de l'eau, il ne faut pas trop chaud, il faut du soleil. Parlez bien dans le micro. Et le réchauffement climatique induit des variations un peu plus extrêmes. Et avec les obtenteurs, de façon à avoir des variétés existantes. Maintenant, je vais m'intéresser à Victor. Victor, on a choisi nos plants en jardinerie. On va les mettre pré-germés. Quand c'est qu'on les plante?
Alors il y a une expression intéressante qui dit qu'on plante la pomme de terre quand les lilas sont en fleurs. Donc c'est pas tous les ans la même période. Avec le réchauffement climatique, c'est de plus en plus tôt. Mais moi j'aime beaucoup ce dicton parce que c'est le printemps qui arrive pour de vrai. Et donc c'est le meilleur moment pour planter. Toutes les pommes de terre ou seulement les pommes de terre de conservation? Est-ce que les pommes de terre primeurs, on les plante un peu plus vite? On essaiera peut-être de mettre un voile. Comment est-ce qu'on fait toutes les pommes de terre en même temps? Alors vous pouvez planter plutôt les pommes de terre primeurs. Certains le font sous serre ou sous voile de protection parce que le principal ennemi dans ce cas-là, ça va être le gel. Et vous pouvez avoir les premières pommes de terre récoltées 70 jours après la plantation, dans le meilleur des cas, avec une peau qui n'est pas encore bien faite et un goût un petit peu plus sucré. Cette pomme de terre-là, on la récolte quand, la pomme de terre primeur? Après la floraison, les tubercules sont déjà formés et rentrent en phase de maturité. Et donc elles sont déjà prêtes à consommer. Mais vous ne pourrez pas les conserver. Donc c'est là, celle qu'en cuisine, on consomme avec un petit peu d'huile, un petit peu de romarin, puis du gros sel, c'est celle-là? Tout à fait, elles se mangent nature. Et c'est... Beaucoup de terroirs, surtout maritimes, sont très favorables à cette pomme de terre, souvent considérée comme haut de gamme par les chefs cuisiniers. Ensuite, les autres pommes de terre, comment est-ce qu'on va les planter? Alors pour planter les pommes de terre, il faut faire un sillon, bien ameublir le sol, l'enrichir de fumure adaptée à la pomme de terre, ça c'est assez facile. Ensuite, il faut la recouvrir de terre et laisser pousser 10 à 15 jours, que le sol se réchauffe. Et dès la formation des premières feuilles, là il faut faire le butage. Alors, ça fait souvent peur, mais c'est très facile. Il suffit de recouvrir le sillon d'une quantité de terre de 20 à 30 cm. Ah quand même, moi je recouvre à peine les feuilles. Vous fabriquez plus de feuilles que de tubercules. J'aurai donc plus de rendement l'année prochaine. On a parlé, ça pousse maintenant, avril, mai, juin. Ah, je me rends compte, j'ai des petites bêtes bizarres sur mes pommes de terre. Ça ressemble à des vilains scarabées, c'est quoi? Vous parlez de parasites d'insectes ou de... Je crois que ça s'appelle des dorifores, mais je suis pas certain. Ah oui, donc ça c'est un insecte qui adore la pomme de terre et qui se nourrit des feuilles. Ouais. Qu'est-ce que ça fait si on en a dans son jardin? C'est un petit animal qui est plutôt joli, pas méchant, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va manger la végétation et donc il va détruire complètement le plant et donc provoquer des pertes de rendement qui peuvent être très importantes. Si on en a, est-ce qu'on a des moyens de s'en séparer cordialement? Alors pour les plus courageux, vous pouvez les enlever à la main. Leur principe, c'est qu'une fois qu'ils sont là, ils reviennent, parce que c'est un cycle, une larve qui est assez courte dans son cycle. Après, il y a des plantes répulsives qui fonctionnent bien. Le lin, notamment, entre les sillons de pommes de terre, permet de repousser les dorifores. Et après, il y a des préparations à base de purin d'ortie ou de savon noir qui peuvent aussi être répulsifs. Ces dernières années, on a des printemps pourris chez moi. Est-ce que ça crée des problèmes? Souvent, l'humidité peut favoriser le développement d'un champignon qui s'appelle le mildiou et qui lui aussi peut provoquer des problématiques sur le feuillage ou sur les tubercules. Donc là, les nouvelles variétés sont un bon moyen de lutter contre ce champignon qui mute et qui évolue sans cesse. Et donc les vieilles variétés sont souvent, voire toujours, les plus sensibles. Donc là, vraiment une plante à choisir des nouvelles variétés. Quand c'est qu'on sait qu'il faut les récolter? Parce que on se dit qu'une fois que le feuillage est fané, est-ce que c'est après les fleurs? Quand c'est qu'on sait qu'il faut récolter une pomme de terre? Parce que moi, j'ai toujours tendance à les laisser, je pense, un peu trop longtemps dans mon potager pour espérer qu'elles deviennent encore plus grosses. Qu'est-ce que je fais? Une fois que le feuillage est complètement détruit, vous pouvez récolter, ça veut dire que la pomme de terre est mûre et le cycle est terminé. Plus vous les laissez, plus le risque d'avoir des maladies provenant du sol augmente. Et donc, les rongeurs aussi peut-être, non? Vous avez des insectes dans le sol qui vont venir se nourrir avant vous des tubercules si précieux. Et puis vous avez aussi des champignons qui vont coloniser le tubercule. Il y a toujours une pomme de terre qui est un peu bizarre dans ce lot que je récolte. Elle est pourrie. Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Je pense que vous n'avez rien fait d'anormal. Les maladies de la pomme de terre sont nombreuses. Et le principal, c'est qu'il en reste suffisamment.
Donc là, je les récolte, je les lave tout de suite propre nickel et puis je les mets en cave ou je les laisse avec un peu de terre? Comment est-ce que je peux conserver bien mes pommes de terre? Est-ce que c'est la cave? Est-ce que c'est sur le bord de ma fenêtre? Comment est-ce que je peux avoir des bonnes pommes de terre jusqu'au printemps prochain? Aujourd'hui, à destination du grand public, il n'y a plus aucun produit qui permet de traiter les pommes de terre contre la germination. C'est une bonne chose parce que la matière active qui était utilisée dans le temps était vraiment à déconseiller. Et donc là, encore une fois, c'est le variétal qui va être votre meilleur ami parce qu'il y a des variétés qui ont une très longue dormance, donc c'est un terme technique, et ça veut dire qu'elles se conservent longtemps et naturellement. Elles vont germer très tard. Et donc celles-ci sont à privilégier si vous voulez avoir des pommes de terre toute l'année. Donc, si j'ai bien compris, j'ai des variétés exprès pour être récoltées en primeur, j'ai des variétés que je peux conserver très peu de temps, j'ai des variétés que je peux conserver très longtemps. Il faudrait quelle surface si je veux cultiver tout ça pour une famille de 2 personnes? Allez, 4 personnes, on va être gentil. Ça va dépendre de la fréquence de pommes de terre dans votre alimentation. Moi, je conseille d'en manger tous les jours. Ça vous fait plus de chiffre d'affaires. Mais je crois qu'on mange 52 kilos de pommes de terre par année, c'est ça, par habitant en Donc France? si vous êtes 4, il vous faudra 200 kg de pommes de terre. Et donc la surface, il faudra à peu près 50 mètres carrés. Ça va, c'est raisonnable dans un potager. Vous sentez les bonnes odeurs derrière moi? Je crois que c'est l'heure d'aller déguster tout ça. Chef, ça se démoule facilement, votre préparation? Ah, la pomme de terre, elle est finie. Ouais. Alors, je vais vous expliquer un peu. On met 2 couches de pommes de terre, C'est ça. 2 couches de carottes. Il faut toujours faire dans un sens, à gauche, à droite. Jamais dans le même sens. Selon le bord politique du président, c'est ça? Bah, peut-être, mais cette préparation, il faut vraiment inverser parce qu'autrement, vous n'aurez pas un bon résultat. Ça marche. Et le résultat, il est là, quoi. 1h30 au four, avec un bon petit beurre clarifié, et puis c'est bon. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui seraient, par exemple, allergiques au fromage? Bah, nous, on met de l'emmental. Maintenant, pour coller un petit peu, on n'en met pas beaucoup, hein, de l'emmental. Hein. D'accord. Mais vraiment un petit peu, mais bon... Bon, apparemment, tu mets pas d'emmental, ça tient quand même. Hein. D'accord. Parce que, en fait, quand ça cuit 1h30, la pomme de terre, elle est confite. D'accord. Est-ce que c'est un plat qu'on peut manger en toute saison ou bien on va... Toute saison, et surtout pour les saisons de fête. Noël, Pâques, tout ça, c'est vraiment super, super. On accompagne ça d'une petite salade si on veut un petit peu de fraîcheur. Salade, j'ai fait un dîner dans un restaurant. Ils ont accompagné d'une petite salade avec ça et c'était super. Parfait. Par contre, ils avaient mis un peu de truffe. Ah, petit plaisir de chef, ça. Ah bah, c'est un petit plaisir, ouais. Est-ce que vous avez une recette particulière, votre signature à l'Élysée Ma signature, elle est là. Hein. C'est celle-là, votre signature? On peut faire à tous les goûts. Hein. Ceux qui veulent que j'en fasse à la maison, il n'y a aucun problème. Hein. On vous appelle, le passer, hein. On vous appelle. Vous m'appelez, on le fait. Avec mon ami Enzo, là, on y va. Parfait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec moi. Je remercie mes 2 invités. On se retrouve demain pour une prochaine émission, La cuisine du village. Ah, chef? Par contre, je voudrais faire un petit coucou à l'Académie culinaire de France. On fait partie, vraiment, ils sont vraiment sympas et nous soutiennent. Vraiment, l'Académie culinaire de France. Ouais! Cette émission très animée touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la cuisine du village. Restez connectés tout de suite, semez l'avenir. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao! Merci. Merci.